Ça, si c'est pas alarmant, malgré tout l'argent qu'on dépense. J'ai assisté un jour au Parlement à une rencontre sur la violence. J'ai posé 2 fois la question parce que j'avais bien entendu. 300 millions d'euros par an est dépensé pour la lutte contre les violences conjugales. 62 personnes sur 100, plus de la moitié, sont toujours en reconstruction. Et 20, ici, entre 5 et 10 ans. Et là, on retrouve cette tendance des personnes qui s'en vont très vite. Et on constate justement que au plus longtemps durent les violences, vous vous rappelez l'autre graphique, où on avait quand même 46 personnes pour qui ça avait été très long, ça avait été plus de 20 ans, eh bien on les retrouve justement ici. Donc soit les personnes s'en vont très vite et la durée de reconstruction est très rapide, ou soit la durée est beaucoup plus longue et est parfois même encore en cours, à partir du moment où les violences ont été longues. Donc au plus les personnes sont exposées, au plus long sera le chemin de reconstruction. En ce qui me concerne, j'ai vécu 6 années de violence conjugale, il m'a fallu 12 ans pour enfin sortir du silence et me dire « aujourd'hui je vais bien ». 12 ans, le double. Alors, les personnes qui ont répondu, et là ça confirme encore que la plupart des violences commencent à l'âge adulte, la plupart des personnes qui ont répondu sont ici, 34 et 24. Et donc c'est entre la tranche entre 31 et 40 et entre 41 et 50. Donc on a vraiment ici un autre résultat qui confirme la donnée que la plupart des violences conjugales commencent à l'âge adulte. Alors une autre question qui me semblait importante, c'est souhaitez-vous garder l'anonymat? Et là, eh bien, c'est assez marrant parce que on a évidemment une majorité de personnes qui disent non, je ne veux pas garder l'anonymat, je suis sortie de tout ça aujourd'hui, donc c'est bon. Mais on en a quand même 38 qui disent oui, je veux garder l'anonymat. On est toujours dans le schéma de 97 personnes ne sont plus dans la violence. Hein. Et il y en a 38 qui disent je veux garder l'anonymat. Et ce qui est marrant, c'est quand on leur demande mais pourquoi voulez-vous garder l'anonymat? Et là, ce qui ressort, c'est peur des représailles. Des représailles. Donc ça veut dire que la personne est sortie de la violence, mais qu'elle vit toujours sous la peur de son bourreau. Donc, c'est terrible, hein? Ça continue encore après. Elle a toujours peur. Mais là où ça devient intéressant, et là aussi il y a des choses à faire, c'est quand on leur dit « Seriez-vous d'accord de témoigner pour aider d'autres victimes ?» Regardez, 79 disent oui, alors qu'il n'y en avait que 58 qui souhaitaient rester dans l'anonymat. Et là on en a 78 qui disent oui. Donc pour aider d'autres personnes, là on retrouve ce côté « je veux être utile ». Je veux que ce qui m'est arrivé ne soit pas vain. Et là, elles sont d'accord de témoigner pour aider d'autres victimes. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est là qu'il faut travailler. Et pour aider une victime à s'en sortir, elle doit pouvoir retrouver sa place et se sentir utile. Et que tout ce qui lui est arrivé ne soit pas jeté aux oubliettes, que ça puisse servir à d'autres. Alors évidemment, on leur a posé la question, la SBL Succès est justement active dans ce domaine, puisqu'on leur donne la parole. C'est une action d'anciennes victimes qui aident les victimes d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment toute cette solidarité. Et 85 personnes ont répondu évidemment que c'est une très bonne initiative, c'est utile. Il en faut plus de ce type. Il faudrait même une antenne dans chaque province. Bravo d'oser, enfin, formidable, etc. etc. Alors, la deuxième réponse qui vient en tête, avec 10 réponses, c'est les personnes ne connaissaient pas, mais elles ont découvert via les médias. Quand je vous disais l'importance que nous avons de travailler avec les médias. Et quand j'ai commencé au niveau de la SBL Succès, ça a été très vite un de mes objectifs, de travailler avec les médias. Et du coup, beaucoup d'associations ont trouvé ça un peu étrange que je veuille m'exposer. Et chaque fois, je leur répondais le même discours. Mais comment voulez-vous que les victimes qui sont chez elles puissent savoir que c'est possible de s'en sortir si ce n'est pas diffusé via la presse écrite ou via la presse télé? C'est pas une question de s'exposer, c'est une question de faire passer le message. Les politiciens, ils passent bien par la télé pour faire passer leur message. Pourquoi pas les victimes qui vont bien? Silence radio. Mais vous voyez quand même que 10 personnes découvrent la SBL Succès via les médias. Donc ça veut dire que ça a quand même une portée. Et c'est incroyable, parce que souvent, j'avais
toute une série de formulaires qui entraient après un de mes passages dans une télévision ou un article dans un journal. Donc c'est bien la preuve que les médias touchent le public. Alors après, bon, on a toute une série de réponses, vous recevrez le dossier, mais il y a des choses intéressantes. Voilà, c'est rassurant de rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose. C'est un message d'espoir. Cet ASBL pourra apporter beaucoup de choses. Donc le fait d'aider les victimes par l'expérience d'anciennes victimes a ce côté un peu innovant qui est positif pour beaucoup d'entre elles. Alors là, par contre, c'est intéressant de décortiquer un petit peu, parce que là, on leur demande, d'après vous, que faut-il pour améliorer ou mettre en place, que faut-il améliorer ou mettre en place pour aider les victimes? Voilà comment la question a été posée. Et là, évidemment, il n'y a pas de surprise, pour la première en tout cas. Il faut changer les mentalités, améliorer la qualité de l'écoute, afin que les victimes osent parler et soient crues. Soient crues. Ça, c'est une des premières choses, quand les victimes arrivent à l'ASBL Succès, et qu'on les laisse s'exprimer, sans jugement de valeur. On les écoute simplement. On ne remet pas en doute leur témoignage. Et d'ailleurs, depuis 3 ans, je peux vous dire qu'on a eu 2 personnes dont le témoignage, finalement, s'est avéré ne pas être tout à fait correct. 2. C'est pas beaucoup, hein. Et de toute façon, d'elles-mêmes, elles ne sont plus venues parce qu'elles ne se sentaient pas à leur place. Donc, au départ, moi, je crois, bénéfice du doute, ce que tu me racontes, c'est ta vérité. Eh bien, le fait de pouvoir déposer son témoignage, son bagage, sans jugement de valeur, simplement être écouté, être cru, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais la victime, elle repart, mais légère, elle a presque envie de faire une valse. Hein. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça leur fait du bien de pouvoir déposer leur valise. Et c'est ce qui ressort pour 16 personnes, pardon, pour 17 personnes, pouvoir parler et être cru. Alors, ça c'est revenu souvent, parfois sous d'autres, parce que quand on prend donc en 2e position avec 16 réponses, mais on a un peu la même chose ici, voilà, au niveau de la 4e, on a encore 10 personnes. Ce que les victimes souhaiteraient, c'est d'avoir un endroit, un centre, où elles puissent aller justement parler. Parce que, vous savez, chaque fois qu'il y a une diffusion dans les médias, je suis encore intervenue le 25 novembre sur le plateau d'RTL et dans le JT, et donc j'ai des personnes qui m'appellent, qui m'écrivent « je voudrais vous rencontrer ». Mais quand je leur dis « nous avons une réunion par mois », je n'ai pas de local pour vous recevoir, évidemment pour les victimes c'est triste, parce qu'elles avaient besoin de parler. Et donc un des souhaits justement de ces personnes, c'est d'avoir un centre où elles pourraient venir parler, être écoutées, être crues simplement, pouvoir déposer leur bagage, rencontrer des anciennes victimes, et pouvoir simplement passer un moment avec, j'ai envie de dire, leur sœur de galère. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui est ressorti. C'était justement d'avoir cette expérience des anciennes victimes qui pouvaient aider les victimes d'aujourd'hui. Alors, vous voyez aussi en 3e position, on a meilleure formation des acteurs sociaux. Ça, malheureusement, on a beaucoup de personnes qui viennent et qui nous disent quand je suis allée frapper à la porte de l'assistante sociale ou de la psychologue, à la limite, c'était presque moi la menteuse. Où je ne me suis pas sentie écoutée, je ne me suis pas sentie respectée. J'y suis allée 2 fois et puis je me demandais ce que je faisais là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des acteurs sociaux. Et toujours être en contact avec ces victimes et entendre ce qu'elles ont à dire. Alors, délit égale sanction et non classement sans suite. Une vraie tolérance zéro. Ça, c'est vrai que c'est revenu. Beaucoup de victimes se sentiront capables d'avancer si elles sentent que la justice a été faite aussi. Parce que c'est terrible d'être victime, donc d'avoir le déclic que finalement le problème n'est pas chez soi, mais chez l'agresseur, mais que cet agresseur n'est pas puni, ou puni de manière tout à fait injuste. Donc ça, c'est difficile aussi de se reconstruire et de se dire, bah, lui, il n'a rien finalement. Donc, est-ce qu'il était vraiment coupable? Donc une vraie tolérance zéro, c'est une vraie tolérance zéro, c'est pas une demi-tolérance zéro. Alors, plus d'informations sur les aides, les associations qui sont trop discrètes. Moi, je me rappelle d'une fois où je suis allée dans une école pour témoigner en présence de professionnels. Donc,
C'était une journée sur la violence conjugale, et une élève avait organisé ça. C'était une école d'assistants sociaux. Et donc, la présentation était coupée en deux. Il y avait le témoignage des victimes et la présentation des professionnels, donc sur ce qu'était la violence conjugale. Et comme je le fais quand je vais dans des présentations comme ça publiques, j'informe la presse. J'avais informé l'école. L'école était d'accord, bien sûr, je demande toujours l'autorisation à l'école d'abord. L'école était d'accord, j'informe la presse. Et donc j'ai la RTB qui veut venir filmer la rencontre. Et donc je dis OK. Et par politesse, je préviens mes partenaires de la journée, donc les professionnels qui étaient là. Je me suis fait insulter. Ah mais non, on ne peut pas faire venir la presse comme ça, il faut une autorisation du chef, du chef, du chef. Ah non, c'est pas possible. Donc j'ai rappelé la presse et je leur ai dit, écoutez, non, ça va pas être possible, on ne peut pas. Mais je me suis toujours demandé, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas, à partir du moment où l'école était d'accord? Je l'ai fait dans une autre école qui est l'Athénée Royal de Tamines, ça s'est très bien passé, on a fait même une émission reporter, les élèves étaient ravis, certains ont même témoigné, je l'ai fait dans d'autres écoles, l'école était d'accord, mais les associations, les professionnels qui étaient avec moi n'ont pas voulu. Et là, on voit effectivement qu'il n'y a pas assez d'informations. Ah oui, on a les spots là, les spots, vous savez, les trucs hard où on voit des gosses qui imitent les parents, ou bien on voit une femme qui se fait tabasser, ou bien, oui, ça on les voit à la télé. On voit 8 couples là, et il y en a un là-dedans, il vit la violence, hein, mais lequel on ne sait pas, hein, si personne ne parle, on ne le saura pas. Ça oui, ça on les voit, à répétition. Mais ce qui est vraiment proposé pour les victimes, avec des vrais visages, pas des chiffres, pas des statistiques, et pas des acteurs qui jouent, non, la réalité, la sincérité. Là, vous allez parler aux victimes, et là, vous allez les interpeller. Et là, elles vont venir frapper à la porte pour vous demander de l'aide. Comment expliquez-vous que chaque fois que je suis passée à la télé, je suis après assaillie de courriers? Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez qu'au bout de 3 ans, il y a toujours autant de personnes dans la SBL, il y en a plein qui se sont envolées, mais il y en a plein qui arrivent tous les jours? Parce qu'il y a un visage à cette association. Il y a une personne derrière, il y a des personnes derrière. Il faut arrêter avec nos chiffres. Je ne sais plus, un grand homme disait, on ne s'émeut pas devant des statistiques, on ne s'émeut pas devant des chiffres, on ne pleure pas devant des chiffres. On n'a pas le petit cœur qui bat devant des chiffres, qu'on ne peut pas réagir. Il faut arrêter ça. On perd son énergie, on perd son argent, et pendant ce temps-là, on a 64 personnes qui sont encore en train de ramer. Stop. Meilleure formation des policiers. Et là, je suis très heureuse parce que Madame Milquet a décidé cette année qu'on allait les former. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites sur le terrain, et il y a encore des choses à améliorer. Ça pourrait se faire simplement, mais il faut le faire. Et là, ça vaut la peine d'engager des moyens pour le faire. Alors, écoute, patience et compréhension des victimes, ça va de soi. Travailler plus la confiance en soi, détruite durant les années de violence. Et là, on retrouve la fameuse force personnelle pour s'en sortir. J'ai oublié de dire la prévention auprès des jeunes. C'est important, la prévention. Qu'est-ce qu'on donne aujourd'hui comme moyen pour faire de la prévention? Moi, je vais dans les écoles. Vous avez vu le nombre d'écoles que j'ai visitées, le nombre d'élèves, 2500 élèves. Je n'ai pas eu 1 franc du gouvernement pour faire ça. De temps en temps, les écoles me versent un petit défraiement pour mes kilomètres. Mais pourtant, c'est un vrai travail. J'ai des élèves qui m'écrivent et qui me disent « Je suis contente de vous avoir rencontré parce que j'ai quitté mon copain, hein, avec ce que vous m'avez dit, je me suis bien rendu compte que... » Et d'ailleurs, on le voit aussi dans le questionnaire, beaucoup de victimes ne savaient pas que c'était ça. Elles ne savaient pas qu'elles étaient en train de vivre de la violence conjugale. Moi-même, je ne le savais pas. Parce que moi, j'ai vécu la violence au niveau de l'enfance. Et donc, comme je vous ai dit, quand on vit au niveau de l'enfance, on a des chances de le vivre à l'âge adulte, alors que ceux qui connaissent la violence à l'âge adulte ne l'ont pas forcément connue à l'enfance. Hein, vous vous rappelez au début. Donc, je l'ai connue. Donc, quand je me suis retrouvée face à mon conjoint et qu'il me maltraitait, je pensais que c'était normal. Donc c'est important d'aller rencontrer ces jeunes dans les écoles et de leur dire ce que c'est qu'un vrai couple. Et aujourd'hui, je vis depuis 20 ans avec un homme qui me respecte. Parce que si j'ai connu ce qu'il y a de pire dans l'homme, je connais aujourd'hui un homme charmant.
Donc je leur explique ce que c'est que la violence et ce que n'est pas un couple, mais je peux aussi leur donner la vision d'un vrai couple, ce que c'est. Mais vous ne pouvez pas imaginer, mais comme c'est parlant. Et ça ne coûte pas beaucoup d'argent, mais là on ne sort pas les moyens. On les a pas. Bref, créer des centres régionaux gérés par des anciennes victimes qui savent ce que la violence veut dire car elles l'ont vécu, ça rejoint un peu la question 2. Donc on pourrait, si on prend cette question-ci, cette question-là, et puis la deuxième, on arrive presque à une petite moitié de personnes qui sentent vraiment le besoin d'avoir un endroit où elles puissent aller déposer, rencontrer d'anciennes victimes, un peu à la manière des alcooliques anonymes, j'ai envie de dire. Sauf que ce seraient les victimes non anonymes. Voilà, quelque chose comme ça. Et ça, c'est la suite. Donc là, on a des choses un petit peu qui ressortent moins, mais qui sont quand même importants. Hein, casser les tabous, prendre en compte la parole de l'enfant, ben oui. Reconnaître le statut de victime. Alors ça, c'est une question, ça m'étonne qu'elle n'ait pas sorti plus souvent, mais elle est sortie quand même 3 fois. C'est le partenaire violent qui doit quitter le domicile et pas la victime. Parce que ça, c'est encore le cas aujourd'hui, vous imaginez, c'est la victime qui doit quitter sa maison alors qu'elle se fait battre, elle doit partir avec ses 2 moutards sous le bras, aller dans un foyer, et monsieur, il reste dans la maison, ou madame. Parce qu'on a des violences dans les 2 sens, attention. Hein. Donc ça, j'estime que c'est pas logique, ça doit changer. C'est le partenaire violent qui doit être éloigné de la maison. Et avoir une protection. Vous savez, j'entendais Joëlle Miquet, c'est comique parce que j'ai discuté avec Joëlle Miquet juste avant de venir ici. Elle s'excusait de ne pas pouvoir venir, mais elle est intéressée par les résultats. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait aucun souci, que je pouvais aller lui présenter les résultats. Alors elle m'a dit qu'elle avait un agenda chargé, et que donc je serais reçue par un de ses collaborateurs. Je n'ai aucun souci avec ça. Mais je me souviens d'une interview qu'elle a donnée, par rapport, vous avez certainement entendu que la petite Elisabeth avait fait l'objet de menaces de mort. Et donc on a amélioré sa protection. Et Madame la ministre était interviewée et elle disait « Mais vous savez, n'importe quel citoyen en Belgique qui est en danger, on va assurer sa sécurité. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Merci. Bon, je n'en rajouterai pas. Créer une cellule avec aide financière pour les procédures judiciaires, parce que parfois c'est vraiment très très laborieux. Soutien psychologique renforcé pendant les démarches administratives. Alors là, ce sont des réponses qui sont arrivées une fois, mais je les ai mises aussi parce que voilà, c'est toucher aussi les milieux favorisés, où les victimes sont isolées et cataloguées d'hystériques et dépressives. Ben oui. Établir un contact avec la personne violente. Ça, c'est une personne qui trouvait que ça pouvait peut-être faciliter, c'était d'avoir un contact. Supprimer l'armée, c'est la réponse d'un homme. Il paraîtrait que l'armée induit certains comportements violents. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Cessez de penser que seules les femmes sont victimes de violences. Donc je vous ai dit qu'il y avait des hommes aussi qui avaient répondu au questionnaire. Et donc bien sûr que les victimes aient le déclic. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette enquête. Que faites-vous aujourd'hui? Ça, c'est quand même intéressant de savoir ce que sont devenues ces victimes aujourd'hui. Eh bien, c'est quand même assez surprenant. Parce qu'on a quand même 36 personnes qui travaillent. Donc, qui ont repris une vie active. C'est pas la moitié, mais on n'en est quand même pas loin. Mais donc, 36 personnes qui ont repris un travail, mais regardez les domaines. C'est fabuleux, non? Donc ce sont des personnes qui ont vécu la violence conjugale, maltraitance, et regardez un peu les domaines dans lesquels ces personnes, ici plutôt, hein, les domaines de travail. Ici ce sont les domaines d'études, et là les domaines de travail. Alors, on constate quand même des tendances plutôt penchées vers le relationnel et le social, hein, éducatrice, tout ce qui est avec le scolaire, psychologue, thérapeute, relations publiques, puéricultrice, aide familiale. Donc on a quand même vous vous rappelez ce que je vous ai dit, les victimes ont besoin de se sentir utiles. Mais voilà. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être prendre en compte, c'est orienter ces victimes dans leur chemin de reconstruction vers des formations orientées vers le social, pour qu'elles puissent justement reprendre leur vie dans leur vie sociale. Et on en a quand même
au niveau des études, on en a 14 qui ont repris des études. Et ça fait partie du processus de reconstruction. Moi-même, je fais partie de ce processus puisque j'ai repris des études. Et voilà les domaines d'études. Mais avouez quand même qu'elles ne s'attaquent pas à... Hein? Moi, je suis épatée. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça génial. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ces victimes, quand elles ont réussi à trouver leur force personnelle et qu'elles ont le déclic, mais elles ont une force de se relever et d'être combatives et d'arriver à réaliser des choses, parce qu'il y en a aussi dans cette enquête 3 personnes qui ont repris des études et qui ont déjà trouvé du travail. Donc elles ont terminé leurs études. Certaines sont toujours aux études. Mais par contre, et ça je ne peux pas le négliger, on a 16 personnes qui sont en maladie, invalidité. Donc ça, c'est quand même une tendance importante. On en a aussi quand même 12 qui sont sans emploi. Là, je pense que c'est malheureusement, et quand je dis maladie, invalidité, ce sont souvent des personnes qui sont toujours en reconstruction ou qui ont malheureusement été agressées de manière telle qu'elles ne peuvent plus reprendre le travail, des douleurs de dos, dépression sévère avec médicaments, et donc la personne n'est plus capable de reprendre une vie sociale. Et là, ce sont souvent des personnes qui ont vécu la violence sur une très longue période. Et malheureusement, c'est quand même 16 personnes. Donc ça, c'est malheureux, mais voilà, ça fait partie des données. Alors évidemment, je ne peux pas terminer cet exposé sans donner directement la parole aux victimes qui sont ici présentes et qui ont certainement 2-3 petites choses à vous dire pour compléter cette enquête. Je vous laisserai la parole aussi si vous avez des questions, mais je ne sais pas laquelle d'entre vous veut prendre la parole et commencer. Christine ? Allez, vas-y Christine. Merci. Bien voilà, moi je m'appelle Christine. J'ai eu un vécu, je vais dire, entre du bonheur, de la maltraitance, enfin un peu de tout. Quand je parle de la maltraitance, elle a commencé chez moi que j'étais enfant. J'ai été battue par ma maman. J'ai passé de la cave au grenier dans le noir, ce qui me fait encore très peur aujourd'hui. Il ne faut pas m'enfermer parce que là, pour moi, c'est l'horreur. J'ai vécu des années entre l'enfance, l'adolescence et au-delà qui ont été très dures pour moi. Et puis, on croit toujours que ça va s'améliorer. On se dit pas, parce qu'on n'ose pas, on est victime, donc on se tait. On ne dit rien à personne parce qu'on croit qu'on ne va pas être écouté, on va pas, et c'est difficile. Et puis au-delà des années, on rencontre quelqu'un avec qui on s'imagine que la vie va être belle, elle va être rose, on va avoir une belle vie de famille, on va créer de belles choses. Et finalement, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est tout autre chose. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui m'est arrivé, mais ce que je pourrais dire, c'est si vous êtes jeune et que vous rencontrez quelqu'un qui a déjà des violences par rapport à vous, il faut arrêter. Il ne faut pas attendre que ça s'améliore. Il ne faut pas attendre d'avoir une vie de famille et de dire « Oh non, ça va arrêter. Non, je me suis trompée. »